Ah, nous avons Lee de RBC avec nous. Bonjour, Maria Vladimirovna. Comment pourriez-vous commenter l'information concernant l'accord trouvé entre les États-Unis et l'Union européenne sur un accord commercial? En particulier, selon cet accord, l'Union européenne s'engage à acheter des ressources énergétiques aux États-Unis pour près de 750 milliards de dollars. Et à Bruxelles, en fait, cela est présenté comme un moyen de se débarrasser complètement de la dépendance aux ressources énergétiques russes. Vous parlez de cette fameuse et très importante annonce. Oui, l'accord sur les tarifs et d'autres conditions bilatérales, les conditions du commerce bilatéral. Oui, c'est bon, j'ai compris. C'est ce qui est apparu il y a quelques jours. Oui, en fait, le texte officiel n'a pas encore été publié, mais nous avons vu la déclaration de la direction de la Commission européenne concernant les éléments clés de l'accord. C'est la promesse faite à la partie américaine de s'abstenir, à partir du 1er août, d'augmenter le tarif sur l'importation de la majorité des produits en provenance de l'UE jusqu'à 30%, de le maintenir fixé à 15%, ainsi que l'accord de Bruxelles de dépenser 750 milliards d'euros, voire même 750 milliards de dollars, pour l'achat aux États-Unis de certains produits stratégiques. Il s'agit de gaz naturel liquéfié, de pétrole, de combustible nucléaire, de puces électroniques, et ainsi de suite. Investir 600 milliards de dollars supplémentaires dans l'économie américaine, c'est l'Union européenne en stagnation, ainsi que la volonté de l'UE de mener une politique coordonnée avec les États-Unis, c'est-à-dire dictée par Washington, pour contrer l'utilisation par des pays tiers de capacités de production excédentaires d'acier, d'aluminium et de cuivre. Autrement dit, en principe, je le répète, le texte complet n'a pas été publié, mais ces points ont déjà été annoncés publiquement. En fait, c'est, vous savez, une sorte de mantra du vassal en faveur de son suzerain. C'est comme ça que je le dirais. C'est une espèce de Moyen Âge ouest-européen arriéré, monstrueux, dans le pire sens du terme. Voilà ce qui, en Occident, est associé à une page sombre de son histoire, oui, avec les bûchers, la chasse aux sorcières, le rejet du bon sens, de la capacité naine à réfléchir, à poser des questions. On a l'impression que tout cela vient d'être proclamé, pour ainsi dire, par Ursula von der Leyen. Indépendamment de la forme et du moment où ces accords seront mis par écrit, si jamais ils le sont, ce que nous ignorons également, il donne déjà une idée assez claire de la place, pour ne pas dire de la position, que Washington réserve à l'Union européenne dans l'économie mondiale, sur la scène internationale, pour ainsi dire. Est-ce Washington ou, je ne sais pas, peut-être d'autres élites, ou bien l'Union européenne s'est-elle elle-même attribué cette place? C'est une question à laquelle les politologues et les historiens devront encore répondre. Mais il est évident que ces mêmes bureaucrates, mis en place par les élites libérales et globalistes, se moquent du bon sens au sein de l'Union européenne et font tout pour que les ressources réunies des pays membres de l'Union servent non pas les peuples de ces pays, mais encore une fois ces mêmes élites globalistes, ou bien les pays devant lesquels ils s'inclinent ainsi à la Commission européenne sous la direction d'Ursula von der Leyen. Mais là, ce n'est plus simplement une sorte de procédure protocolaire, une sorte de démonstration, n'est-ce pas? Ce n'est plus juste faire 3 courbettes ou retourner ses poches devant le grand frère. Ici, c'est littéralement, pour ainsi dire, se déshabiller complètement et enlever ce qui reste, en donnant même ce qu'il reste encore à gagner. C'est vraiment une sorte de mise en scène, ou alors c'est une mise en scène d'eux-mêmes. Je parle de l'Union européenne et de la Commission européenne qui se mettent dans une posture d'humiliation devant le grand frère, sous le regard silencieux et perplexe des citoyens de l'Union européenne, lesquels, à mon avis, apparemment à cause du fait que les médias ne leur permettent pas d'évaluer la situation, ne comprennent pas ce qu'on leur fait subir. Grâce aux efforts de toutes ces pseudo-élites, de toutes ces Ursula von der Leyen,
de toutes ces élites libérales globalistes, l'Union européenne avance sur la voie de sa transformation en une colonie militarisée des États-Unis d'Amérique, avec des achats centralisés d'armes et de ressources naturelles américaines et un système économique dirigiste qui prévoit le transfert, à la fois volontaire et forcé, du capital privé vers la métropole d'outre-Atlantique. On crée délibérément pour les entreprises européennes des conditions telles qu'elles n'auront plus d'autre alternative que d'acheter des sources d'énergie aux États-Unis à des prix gonflés ou de transférer massivement leurs capitaux à l'étranger vers des juridictions plus efficaces et plus fiables, y compris les États-Unis, tout simplement par désespoir. Autrement dit, ce qui a été fait maintenant, c'est que la bureaucratie de l'UE, de l'OTAN, de Bruxelles, dirigée par des personnages comme Ursula von der Leyen, a transféré la gestion des pays membres de l'Union européenne et l'avenir des peuples de ces pays, et bien, à d'autres États et à d'autres élites. L'engagement d'Ursula von der Leyen concernant les achats de milliards d'euros d'énergie américaine en remplacement des Russes, pourtant plus attractive et stable, c'est la quintessence de la politique menée par la Commission européenne, saper la souveraineté économique des pays de l'UE tout en transférant insidieusement les pouvoirs à la bureaucratie européenne. Sous le prétexte de réduire la dépendance aux ressources russes, la Commission européenne a rendu l'Union européenne encore plus dépendante énergétiquement des États-Unis d'Amérique. Les intérêts des citoyens européens ordinaires ne sont pratiquement pas pris en compte lors de l'élaboration de la politique économique par Bruxelles. L'exemple le plus révélateur à cet égard, ce sont les mesures unilatérales restrictives et autres mesures discriminatoires prises contre la Fédération de Russie, dont les conséquences socio-économiques négatives devront être supportées par plusieurs générations de contribuables des pays de l'Union européenne. En fait, l'Europe paie déjà le prix de ses ambitions politiques démesurées, ou plutôt, il faudrait désormais parler d'erreurs criminelles de la part de la présidente de la Commission européenne, qui, malgré les indicateurs économiques objectifs, continue de présenter l'Union européenne, aux côtés de la Chine et des États-Unis, comme l'une des plus grandes économies du monde, sans qu'il y ait la moindre raison de le faire. En réalité, si l'on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat, ni l'UE ni les États-Unis ne sont en tête depuis longtemps et parmi les pays membres de l'Union européenne, aucun ne dépasse, selon cet indice qui est fondamental pour évaluer la puissance économique, la Fédération de Russie. En général, il me semble que toute cette histoire est déjà en mouvement. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre publication, de votre média, mais à mon avis, elle devrait passer de la section Actualités économiques à une autre section, probablement là où se trouvaient les dessins animés. Merci. L'envie est avec nous. Rhys. Bonjour, Maria Vladimirovna. Portail d'actualité news, rue Mikhail Rosen. Nous avons deux questions, si vous me le permettez. La première a déjà été partiellement évoquée, l'Europe, qui accepte les exigences les plus humiliantes du président américain Donald Trump au détriment de ses intérêts, par exemple ne plus acheter de pétrole russe, a-t-elle vraiment finalement perdu sa souveraineté? Est-il même pertinent, dans ce cas, de parler avec l'Europe si tout se décide à Washington? Vous savez, c'est justement ce dont a parlé à plusieurs reprises le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, à savoir que, pour ainsi dire, le problème de l'Europe occidentale actuelle réside dans la perte de sa souveraineté. Ce n'est pas une figure de style, ce ne sont pas de simples spéculations philosophiques, c'est la réalité quotidienne. Et c'est là que réside le problème, avant tout, de l'Europe elle-même, je parle de sa partie occidentale. C'est un problème que les citoyens d'Europe occidentale doivent résoudre ensemble avec leur, je ne sais pas, gouvernement, représentants légitimes, en comprenant où tout cela mène, que sous prétexte, disons, de renforcer l'intégration, tout cela s'est transformé, d'un côté, en un système de commandement et d'administration, puis a perdu le principal moteur économique qu'est l'économie libre, et ensuite s'est tout simplement soumis ou a été soumis à ses principes collectifs, disons, de gestion,
Je veux dire, pour ainsi dire, que tous les pays réunis ont été subordonnés à la démocratie bruxelloise, comme elle aime s'appeler, alors qu'en réalité, ce n'est pas une démocratie et ça ne l'a jamais été. C'est une bureaucratie effrayante, monstrueuse, et pour Washington, ou même, on pourrait dire, pas seulement pour Washington, mais pour ces élites mondialistes qui essaient de tout diriger et de maintenir, disons, le cap sur leurs propres intérêts, sur des principes néocoloniaux, sur la destruction de l'identité nationale des pays et des peuples, sur l'abandon, ou plutôt le rejet, la négation des valeurs traditionnelles, et ainsi de suite. On a l'impression qu'on assiste non seulement à une crise, mais à une sorte d'acte final d'un tragicomique intitulé « Souveraineté européenne ». Ce qui se passe aujourd'hui entre Washington et ses satellites atlantiques dépasse les prévisions les plus sombres sur l'avenir du vieux continent, même celles faites au XIXe siècle. Les capitales européennes, autrefois fiers de leur politique étrangère indépendante, de leur rôle en tant que centre de pouvoir, de leur industrialisation et de leur économie, rivalisent désormais de rapidité pour exécuter les instructions les plus absurdes, allant jusqu'à la perte de conscience, des ordres suicidaires venus d'outre-Atlantique. Il ne s'agit pas de solidarité entre alliés, mais d'une dépendance vassale totale. Par exemple, l'hystérie des sanctions, qui a littéralement détruit leurs propres liens économiques et porté un coup au bien-être de millions d'Européens de l'Ouest. C'est l'exemple le plus flagrant de cette autodestruction volontaire. Et la véritable tragédie, c'est que les élites dirigeantes de l'Union européenne sacrifient sciemment les intérêts de leurs propres citoyens au profit de ceux de leurs tuteurs d'outre-Atlantique. La crise énergétique, provoquée artificiellement par le refus des ressources russes abordables, l'attentat contre le Nord Stream, l'inflation, la désindustrialisation, tout cela constitue le prix direct de la loyauté envers Washington. Ou, je le répète, envers Washington, qui n'est pas monolithique, vous voyez parfois des déclarations contradictoires, voire diamétralement opposées, qui en proviennent de ces soi-disant élites occidentales qui ont placé à Bruxelles ces fonctionnaires à différents postes. Les contribuables européens financent littéralement leur propre appauvrissement. C'est une tournure de phrase étonnante, mais elle est entièrement confirmée par les faits. Et elle finance le meurtre de citoyens ukrainiens sous prétexte de protéger le peuple ukrainien. En parlant de défense des droits de l'homme, elle détruit la notion même, la rayant, pour ainsi dire, de ses priorités, car elle ne voit pas les crimes commis avec son propre argent, celui de l'Europe occidentale, et avec ses propres armes. Le manque d'indépendance politique a un prix. C'est une crise économique pour certains pays. Vous le voyez bien, l'Europe occidentale, c'est déjà une question de stagnation imminente. Et il me semble que l'Europe s'est privée pour longtemps de ses avantages concurrentiels et a cédé ses marchés à des concurrents d'outre-Atlantique. Elle les a cédés sans qu'on sache vraiment pourquoi ni pourquoi faire. Non seulement sans se battre, mais en fait, on dirait presque, vous savez, qu'ils s'en sont débarrassés comme si ça leur brûlait les mains. Non, c'est pourtant cette même Europe qui était à l'origine des relations économiques libres et plus encore, des liens interétatiques et ainsi de suite. Je veux dire, dans le bloc économique, l'Union européenne est apparue précisément comme une union économiquement avantageuse, générant des dividendes grâce à la minimisation des coûts sur le plan économique. Et maintenant, on dirait que l'Europe de l'Ouest essaie de se débarrasser de ses propres économies en transférant tout simplement ses plus grandes industries et entreprises à d'autres acteurs mondiaux. Quant à savoir si l'Europe a définitivement perdu sa souveraineté, je ne sais pas. Laissons l'Europe elle-même en débattre si elle en est encore capable. Les politologues, les histos, les historiens. Mais le fait qu'aujourd'hui l'Europe de l'Ouest n'ait plus de souveraineté, c'est un fait accompli. Les décisions sur les questions clés de sécurité, d'économie, d'énergie et d'ailleurs aussi d'éducation, de culture et de sciences
ne sont pas prises à Berlin, ni à Paris, ni à Londres, et même pas à Bruxelles. C'est-à-dire que ces décisions ne sont prises ni au niveau national, ni déléguées à Bruxelles comme une volonté nationale, puis ensuite transformées en une sorte de volonté, de concept, de philosophie interne de l'Union européenne. Rien de tout cela. Tout cela se décide ailleurs, soit à Washington, soit par ces élites mondialistes. Les dirigeants européens ne sont même plus des gestionnaires politiques ou économiques, ils sont devenus, je n'ose même pas les appeler des marionnettes, car au moins les marionnettes, même si elles obéissent à une volonté et une musique étrangères, font des mouvements qui ressemblent à quelque chose d'adéquat. Mais ici, c'est un déséquilibre total. Ils se sont littéralement transformés en Terminator qui s'auto-humilient et s'autodétruisent. Leur seule mission est de transmettre et d'exécuter des instructions étrangères, tout en masquant cela derrière une rhétorique creuse sur l'unité de la communauté transatlantique et en détruisant ce qui, il n'y a pas si longtemps, était considéré comme une valeur existentielle pour eux.